Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 25 du Fugu, le podcast magique un peu piquant. Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de vous accueillir et avec moi pour animer ce 25e épisode, le quart du 100e épisode est déjà atteint. Olivier est avec moi ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. 25e numéro, on pensait peut-être pas aller jusque-là, mais ça fait plaisir. Exactement. Et donc, comme c'est un épisode spécial, on a prévu un programme spécial. Et au programme de ce nouvel épisode, bien entendu, on va parler de tours, mais on va aussi parler de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Fugu, mais que vous avez jamais osé nous demander. Donc, on va avoir une partie FAQ en plein milieu de cet épisode. On va avoir, pour commencer, une discussion sur un tour avec des jetons de poker. Et comme vous l'avez certainement vu avec l'actualité, les jetons de poker sont à la mode en ce moment, on va parler de Big Blind de Craig Petty. Et puis on parlera aussi d'un autre tour de Craig Petty, lui aussi avec des jetons de poker. On s'est dit que c'était le moment de parler un peu de cette thématique particulière avec Cheater Chips. C'est vraiment deux univers différents pour un même objet, en tout cas un même objet de départ qui est l'objet jeton de poker. Alors l'idée, c'est vraiment de faire un épisode où on va parler un peu de nous, surtout du Fugu, mais alors pas du tout de Craig Petty, hein, c'est vraiment une coïncidence. On a plutôt pris la thématique des jetons de poker plutôt que celle de Craig Petty parce que il a aussi une actualité un peu animée, mais on aura l'occasion de revenir sur ce sujet au cours de futurs épisodes. Et j'en profite avant qu'on lance officiellement le premier sujet pour simplement faire une petite remarque qui fait écho à notre dernier épisode dans lequel on a parlé de Experimental, le fameux livret de Michael Murray. Il est sorti à Blackpool un nouveau tour qui s'appelle Universal Forcing Cards, qui est en fait une version plastifiée de ce dont on avait parlé qui s'appelait On the Edge, donc un système de marquage que vous pourrez garder à long terme parce que c'est en plastique. J'ai pas vu le contenu, il y a peut-être des subtilités. Sachez que ça ressemble vraiment, enfin c'est pas que ça ressemble, c'est On the Edge. Et bien voilà, là à nouveau, 30 € d'économiser si vous achetez ce livret. Et ben donc je te propose, Olivier, qu'on passe tout de suite au premier tour dont on voulait parler, Big Blind de Craig Petty. Pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, au poker, la Big Blind, c'est la grosse blinde, hein, c'est la personne qui doit mettre au pot obligatoirement et qui met en général le double de la petite blinde. Donc c'est une mise de poker, hein, comme son nom l'indique. C'est un peu le prémisse du tour, en fait. C'est une espèce de pari que vous allez faire avec votre spectateur. Vous allez parier que vous allez être capable de deviner une carte à laquelle il pense. Et donc, la mécanique du tour est une mécanique qui est assez connue dans l'univers du mentalisme, puisque finalement, sous couvert d'un objet proche de l'univers des cartes, c'est finalement un tour de mentalisme. Vous allez parier un jeton de poker de 50 €, dollars, roubles, ce que vous voulez. Il y a marqué 50 sur le jeton, donc vous mettez la valeur que vous voulez, il n'y a pas d'unité derrière. Que la carte du spectateur est une carte de telle couleur, rouge ou noir, ce que vous voulez. Et donc le spectateur peut vous répondre t'as raison, t'as perdu, t'as gagné, peu importe ce qu'il vous répond. Dans tous les cas, si vous avez gagné, tant mieux, c'est super. Si vous avez perdu, c'est pas grave, parce que vous allez proposer au spectateur d'aller un tout petit peu plus loin en lui demandant quelle était finalement la famille de sa carte. Donc il va vous dire c'était telle famille de cartes. Donc vous allez lui parier maintenant que vous êtes capable de trouver la valeur de sa carte. Vous allez miser un nouveau jeton que vous allez
pouvoir lui poser dans la main. Vous annoncez une valeur, le spectateur va vous dire si oui ou non vous l'avez trouvé. Alors si vous l'avez trouvé, vraiment vous avez beaucoup de chance parce que vous avez trouvé les 2 d'affilée. Si vous l'avez pas trouvé, c'est pas grave parce que vous proposez, si vous avez à nouveau perdu, de faire un dernier pari, et le dernier pari, c'est de lui dire que vous aviez déjà prédit sa carte avant même qu'il pense à cette carte-là, et que du coup, si vous êtes capable de lui prouver ça, eh bien à ce moment-là, c'est vous qui gagnez le pari, sinon il gardera ses 150 euros, roubles, ce que vous voulez. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que une fois qu'il vous aura révélé la valeur de sa carte, vous allez pouvoir retourner les 3 jetons, et les 3 jetons auront inscrit le nom et la famille de la carte. On est donc sur une révélation de carte pensée à partir de 3 jetons. C'est présenté assez souvent et par son auteur comme une alternative à un jeu invisible. Pourquoi pas? En tout cas, dans l'idée, ça fonctionne, hein. C'est une alternative à un jeu invisible, mais avec une présentation très très différente. Si on veut donner des infos aux auditeurs, j'ai envie de dire, peut-être que même on n'a pas besoin de donner des infos, parce que comme c'est le cas avec beaucoup de tours de Craig Petty depuis quelques temps, il se charge lui-même de nous expliquer par le menu détail, et avant même qu'on ait acheté le produit, comment le produit fonctionne, à quoi il sert, quelles sont ses restrictions. Et je dois bien avouer que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai sauté le pas. Je pense que si j'avais pas eu l'information qu'il donne en amont sur ce produit-là, je n'aurais pas pris le risque d'acheter ce tour. Il faut apprécier la démarche, je trouve que c'est très bien. Bon après il prend pas énormément de risques parce que c'est quand même assez compliqué à reproduire. Je me doutais du fonctionnement, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais de l'avoir démontré, lors d'une vidéo sur sa chaîne, bah, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il ose quelque chose, c'est de dire finalement oui, il y aura des copies, que tu dévoiles ou pas le tour, il y aura toujours des copies. Alors celle-ci est peut-être plus difficile à faire, mais dans les faits, ce qui fait certainement le plus de mal aux créateurs, c'est pas tant les gens qui vont refaire de manière artisanale le tour chez eux, c'est plutôt les copies chinoises qui peuvent se retrouver sur le marché. Mais les copies chinoises, elles se retrouveront de toute façon sur le marché. Les Chinois sont suffisamment intelligents pour acheter des tours dès leur sortie, en faire des copies et gagner suffisamment d'argent avec, ou se débrouiller même pour les prendre directement à la sortie de l'usine. Donc, Oui, c'est surtout souvent ça plutôt. C'est c'est ça. surtout, pris, directement au niveau de la production. Il a raison, des copies, il y en aura. Donc, se couper d'une vente potentielle parce qu'on ne veut pas dévoiler comment ça marche, je pense que c'est une erreur. Et je pense que les créateurs qui ne prennent pas le virage qu'est en train de prendre Craig Petty vont certainement en pâtir. Je mets un petit billet que ça va devenir quelque chose d'important dans la communauté plus tard. Je pense que les acheteurs vont se rendre compte aussi de l'intérêt que ça peut avoir pour leur permettre de mieux acheter. Et dans les faits, ça va aussi faire le tri un peu dans certaines productions un peu médiocres. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, ça, c'était peut-être la petite introduction sur le produit, de se dire, c'est quand même agréable de savoir ce que tu vas acheter. Et du coup, ça enlève aussi le côté achat compulsif, tu vois, de j'achète parce que je sais pas le secret, que je veux savoir le secret. Tu vois, à la limite, tous ces gens-là, finalement, ils sont plus là-dedans. Et du coup, c'est aussi peut-être des gens qui sont moins impactés par le fait de dire ah bah finalement je me fais arnaquer régulièrement. Donc je pense qu'il y a un côté positif derrière tout ça. Après le tour, j'aime la mécanique, j'aime la façon dont il est proposé de le présenter, même si je pense qu'il y a des ajustements à avoir. Il y a un point, peut-être avant de dire plein de choses bien dessus, il y a un point que j'avais pas noté avant de l'acheter, malgré toutes les heures de vidéo, c'est le fait que ça demande un peu de dextérité et de manipulation. Tant que ça? Alors, on parle pas de manipulation de niveau de tour de pièce compliqué, mais ça demande quand même un peu de dextérité, surtout sur la première phase. En fait, ce qui est assez troublant, c'est que la première manipulation est certainement la manipulation la plus compliquée, alors même que c'est la manipulation qui adresse le moins de sorties possible. Tu veux dire, au moment de déterminer la famille? Pas de déterminer la famille, mais juste après qu'il ait déterminé la famille, en fait, il utilise deux principes différents. D'ailleurs, on peut en parler puisqu'il l'explique lui-même. Donc, on a un principe de temps d'avance. Donc, finalement, le premier jeton, c'est le temps d'avance. Donc là, il n'y a aucune manipulation à faire.
c'est facile, je pose le jeton dans la main. Il me révèle sa famille, et donc à ce moment-là, j'ai l'information de la famille, et c'est à ce moment-là que je vais charger dans mon jeton le bon insert avec le bon côté. Mais à ce moment-là de la routine, je suis obligé d'avoir en main 2 inserts, Mhm. et il va Ouais, d'accord. falloir que je choisisse le bon insert, et qu'une fois sur 2, je le retourne, Mhm. et que je l'insère dans ma coquille sans être embêté par l'autre pendant que je fais ma manipulation. Donc il y a une D'accord. petite manipulation qui est pas évidente et que j'avais pas forcément imaginé au départ. Je dois bien avouer que de quelque chose qui me semblait exploitable très vite, on est passé à quelque chose qui demande de le travailler un petit peu. Alors comme tous les tours, hein, vous allez me dire, il faut travailler ses tours, Ouais, mais bien sûr. il y a un peu de travail de manipulation à faire sur cette première phase. L'autre phase, la deuxième phase, quand on va charger le deuxième insert, est beaucoup plus simple parce que quand on charge le deuxième insert, on n'a qu'un insert en main et on a juste à le mettre dans le bon sens. Donc en gros, on le tourne dans le sens qui convient à la révélation qu'on veut. Je trouve ça plutôt simple finalement sur cette deuxième phase, c'est plutôt très facile. Voilà pour le petit préambule que je voulais donner, c'est quand même un tour qui demande d'avoir un peu de technicité, et je pense que les gens qui sont à l'aise avec les pièces, bah, c'est plus facile. Et les gens qui font du mentalisme et qui sont pas trop habitués à faire de la manipulation, bah, vous allez devoir un peu travailler cette manipulation. Et j'ai 2 questions. Ouais, est-ce qu'il y a du bruit? Alors j'imagine que c'est couvert par le fait que tu parles au spectateur. Il y a un bruit, voilà, tu viens d'entendre le bruit. Bon, là, c'est très proche du micro, donc évidemment, c'est un peu, amplifié. C'est amplifié et c'est surtout hors contexte. Parce que tu vas parler. Et puis j'imagine que tu peux, en même temps que tu insères, faire teinter, les 2 autres, non? Et en fait, c'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y a un, on parle. Deux, on a toujours, au moment où on fait l'insertion, un autre jeton. Il est normal d'avoir un bruit de deux jetons qui se frottent parce que on a des jetons dans les mains. Si j'avais deux jetons, bah, quand je prends deux jetons, ils font un bruit quand je les mets ensemble. Dans la construction de la routine, et c'est là où c'est intelligent parce que la routine est construite de manière à ce que ce bruit d'insert qui rentre dans la coquille soit couvert par le fait qu'il y ait d'autres jetons et donc ce soit normal d'entendre des bruits de jetons à ce moment-là. Et la deuxième question que je voudrais te poser, lorsqu'ils ont ce jeton en main, est-ce que la partie centrale peut tourner? Alors oui, la partie centrale peut tourner quand tu as l'insert à l'intérieur. Mmh. Euh, donc il y a effectivement un risque si la personne prend et pose son doigt dessus, qu'elle puisse faire tourner l'insert central. Cependant, il y a un petit edit qui a été fait pour permettre de faire en sorte que ça ne tourne plus, Mmh. simplement en ajoutant et en collant au fond de la coquille une pastille de papier. Et le D'accord. papier étant rugueux et le jeton étant rugueux, bah, du coup on a plus de glisse. Ça va me mener à une autre question, c'est le reset. C'est facile? On a besoin d'un aimant extérieur, mais ce qui est bien, c'est que cet aimant extérieur, il est intégré dans l'index qui nous sert à réaliser le tour. Le reset, il est quasiment instantané. Tu remets tes jetons dans ta poche, tu mets tes deux jetons proches de ton index, tu récupères tes inserts, tu les ranges là où ils doivent être rangés et t'es reset. En fait, moi, j'ai vu ça et j'étais dans ma période jeton, donc c'était avant de découvrir, Cheater Chips, dont on parlera tout à l'heure, mais j'aime bien les objets qui changent des cartes. Et j'ai vu la vidéo de Greg Petty, même si je l'ai survolé assez rapidement. J'ai compris le fonctionnement, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'avais oublié d'ailleurs que l'aimant était dans le classeur. Mais moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est justement ce classeur, parce qu'il faut pouvoir le mettre en poche. Et L'index est vraiment tout petit. Il est complètement camouflé par un jeu de cartes, donc il rentre derrière un jeu de cartes, vraiment. Euh, Mhm. pour ceux qui voudraient un peu avoir la taille, imaginez un tarot de bicycle, et ben ça Mhm. rentre sur la partie rouge, donc Ouais, donc il n'est pas très grand. Ouais. hors bordure. Donc il est Mhm. vraiment petit, il est muni d'un détrompeur, ce qui permet de savoir le sens dans lequel il est dans la poche, donc ça permet de plus facilement accéder aux cartes. Et il y a une petite subtilité qui m'avait échappé et qui fait partie des trucs que, quand j'ai vu la vidéo, m'ont assez bluffé, c'est on n'a que 6 jetons, 6 inserts, pour faire 13 valeurs de cartes.
Mmh. Donc je me suis posé la question, avant de regarder la vidéo pour savoir ce qu'il en était. La solution que j'avais imaginée était pas du tout la bonne, et elle était beaucoup plus simple. En fait, j'aime beaucoup le tour, mais je le fais pas si souvent que ça. Finalement, mais c'est un peu comme le jeu invisible. En fait, d'ailleurs j'aurais dû le savoir, mais je fais pas tant le jeu invisible que ça. Voilà, c'est pas. En fait, j'ai beaucoup aimé le principe, j'ai beaucoup aimé le truc. Je l'aime beaucoup, mais je le fais pas beaucoup. C'était ma petite conclusion dessus, sur ce tour-là. Par rapport au jeu invisible, le jeu invisible, tu as tout dans les mains, il y a rien à charger, mais rien n'est examinable. Mhm. Là, il faut faire un petit peu de technique qu'il y a pas forcément dans le jeu invisible, donc aller chercher et puis, charger. En revanche, tu peux, facilement laisser à l'examen. Les gens peuvent toucher, Ah bah oui. raisonnablement, mais ils peuvent toucher. Ah bien Alors sûr. moi, je vais te donner mon opinion là-dessus. Mhm. Lorsque je l'ai vu, mon premier réflexe, ça a été de me dire: «Ouais, c'est intéressant parce que ce sont des jetons». Ensuite, j'ai vu Craig Petit le faire et j'ai pas trouvé ça si net que ça. Je sentais et je le ressentais sans trop essayer de chercher, mais je ressentais ce qu'il faisait, donc ça m'a un peu gêné et je me suis dit surtout: «Mais pourquoi? Juste pour, une carte pensée?» Donc j'ai pas été plus emballé que ça. S'il y avait eu une polyvalence ou peut-être un autre effet derrière, pourquoi pas? Mais là, Je comprends ce que tu dis. J'aime beaucoup l'effet, mais effectivement, peut-être que c'est peut-être le côté plus de manipulation, ouais, qui me bloque un peu à le faire plus souvent, tu vois. Je me dis, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas aussi fluide. En tout cas, pour être fluide, ça demande un peu de travail. ouais, non, bien sûr, mais après, bon, ça, c'est pas un problème si tu veux, je pense que si tu y consacres du temps, ça deviendra un automatisme. J'aurais aimé, peut-être, une approche un peu plus mentaliste. Alors je sais que ça a aucune importance parce que tu dis: «Bon, bah, elle est noire, non, elle est rouge, bon, bah, c'est pas grave, je remets 50 balles, c'est du cœur, ah non, c'est du carreau». Mais comme tu te plantes et à la fin peut-être que si on avait ajouté une petite dose de mentalisme où tu aurais pu arriver sur des hits à chaque fois. Pourtant je trouve pas ça inintéressant, mais il me manque quelque chose Beaucoup de choses pour une révélation de carte. et on est sur 60 €, non? Et on est sur 60 €, effectivement. Il y a du matériel, mine de rien, hein. Honnêtement, on peut pas dire que c'est cher pour le matériel. Non, 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 Par contre, peut-être que c'est cher pour l'effet. mmh mh. C'est-à-dire révéler une carte pensée. Est-ce que il faut dépenser autant pour révéler une carte pensée? C'est peut-être ça en fait la clé du problème. Alors après si ça correspond à ce que tu as envie de faire, bon, bah, très bien, hein. L'effet en lui-même est fort, mais peut-être que tout seul, c'est un peu léger. Mmh. Et puis il y a un truc, alors je comprends que techniquement, ça soit obligatoire, mais c'est le «de off» en anglais qui, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois? Je trouve. Autant, valet, cœur, très bien, mais le «de», Alors, le 2, t'en as pas besoin dans l'effet. tu pourrais t'en passer? Tu peux tout à fait t'en passer. En fait, tu peux prendre ton temps d'avance différemment. En fait, le 2 permet une légère subtilité, mais en fait, tu peux t'en passer. Et d'ailleurs, dans la vidéo explicative, il t'explique une version où tu enlèves le 2 et tu gardes que deux jetons. Tu gardes que les deux coquilles et tes inserts. Et tu fais toute la routine sans le off. Je pense honnêtement que la routine avec le off est intéressante parce que il y a un crescendo dans les révélations et du coup ça amène une forme d'impact un peu plus fort sur la fin que juste Mmh. avec deux paris. Deux, c'est Ouais. un peu court. Mais si tu n'en veux pas, c'est même pas obligatoire. Ça marche très bien ça. Alors, du coup, ton avis final? Qu'est-ce que tu le conseilles, tu le conseilles pas? Qu'est-ce que Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir en conscience. C'est-à-dire que vous avez une vidéo qui vous explique réellement comment ça marche, c'est quoi le matériel, c'est quoi les principales questions. Je pense que entre la vidéo de Craig Petty, ce qu'on vient de vous dire, ce qui a pu être dit dans d'autres vidéos, si vous achetez ce produit-là et que vous me dites ah en fait c'était vraiment nul, c'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais, ah, c'est que vous avez cherché un petit peu quoi. Euh, Vraiment, là, c'est que ou alors vous êtes complètement déconnecté, vous achetez
sans rien écouter à côté, ce qui est possible, hein. Mais dans les faits, il y a tout pour savoir si on va être déçu. Je reste persuadé que c'est un bon tour. J'ai peut-être pas trouvé encore la façon de l'utiliser. Mmh. Oui, bah, ça arrive, ça Et arrive. ça arrive, ça m'est arrivé plein de fois, hein. J'ai des tours des fois que j'ai réutilisé 2 ans plus tard, parce que j'avais pas trouvé la façon de le faire au moment où j'ai démarré. OK. Si vous avez envie d'une révélation de carte pensée originale, allez-y, ça marche, c'est original. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe, à notre FAQ. Ah bah oui, allons-y. Toutes les questions que vous avez toujours voulu nous poser, mais que vous n'avez jamais osé nous poser. On va y passer ce soir. Alors, on dit toutes dans les faits, peut-être pas toutes, mais au moins quelques-unes, les principales. Je te propose de peut-être commencer par cette question pour laquelle je suis sûr que tu es meilleur que moi sur la réponse à apporter. Une question assez simple, c'est comment est-ce que est né le projet de ce podcast, le projet du Fougou? C'est quoi les origines finalement du projet? Tu me corrigeras, hein, si je me trompe parce que, le temps passe. C'était durant le covid et j'ai, mon ancien collaborateur Michael qui m'aidait, sur, Magitest et qui est parti parce qu'il s'intéressait moins à la magie. Mais on est toujours en contact et puis un jour il m'écrit, il me dit: «Ouais, j'ai fait la connaissance, ou j'ai» alors je sais pas si tu as jamais parlé, mais ou en tout cas, il t'avait repéré sur un forum, une page Facebook, me semble-t-il, et il me dit: «Il y a un gars, il s'appelle Vincent et il fait des critiques, assez intéressantes et peut-être que ça serait bien que vous vous rencontriez, peut-être mettre, des efforts en commun», des choses comme ça. Donc du coup, je t'ai écrit, on a discuté un peu, on a fait connaissance et c'était l'époque du covid et je me souviens que tu m'as invité à des réunions. Alors là, par contre, tu vas pouvoir m'éclairer parce que je me souviens plus. Alors il y avait Fred Daréville, hein, Oui. mais le cadre, je me souviens plus dans quel cadre c'était ces rencontres, quel groupe c'était? Bah, en fait, c'est moi qui proposais des lives, en fait. C'est une période où les lives sur Facebook marchaient bien. Le Covid était arrivé, donc il y avait beaucoup de gens qui consommaient de la vidéo, parce que on était tous enfermés chez nous. Et comme mon métier c'est le marketing digital, donc j'avais des compétences là-dedans et je m'étais dit ça serait cool de faire des lives, des zooms, des visios avec des gens, discuter, échanger. Et du coup j'avais lancé des sujets sur notamment la partie. Je crois qu'un des premiers, ça devait être les book tests et où l'idée c'était de faire un peu un gros live, présenter tous les types de book tests qui pouvaient exister, ou en tout cas toutes les grandes mécaniques qui pouvaient exister dans les book tests. Et du coup on avait fait une visio comme ça, et effectivement il y avait Fred, il y avait Julien Leza, il y avait toi, il y avait donc il y avait pas mal de monde qui était présent, et on avait passé un très très bon moment. J'ai un souvenir d'un très bon moment passé à échanger, discuter, parler de tout ça. Je suis retombé d'ailleurs il y a pas longtemps sur le document que j'avais rédigé, que j'avais projeté à l'époque, avec toutes les différentes typologies d'effets, de book tests qui existaient. C'est assez marrant de retomber sur des trucs comme ça plusieurs années plus tard. Donc ouais, c'était dans ce cadre-là. Et ce live, il était souvent diffusé sur des groupes Facebook. J'aurais plus les noms en tête parce qu'en plus c'est des groupes dans lesquels je vais plus. Mais oui, sur lesquels je traînais et je passais beaucoup de temps à l'époque. Alors du coup, bon, bah, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler et puis je pense Exactement. qu'on avait, sympathisé et je suis venu, je t'ai relancé sur ce sujet et je t'ai pas senti très chaud. Alors je sais pas si c'était le format ou quoi, ou si c'était le moment, mais j'ai aussi appris à te connaître, je t'ai écouté et moi j'avais une idée qui me trottait en tête depuis un moment parce que j'aimais le format podcast. Pourquoi? Parce que clairement, pendant le covid, c'était, l'ordinateur, et puis on était tous enfermés à la maison. Alors même si on organisait des choses, des jeux pour faire passer le temps et pour décompresser en famille, je ne supportais plus la vidéo et l'avantage, c'est que le podcast, bah,
je pouvais aller marcher et écouter une émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, vous aviez une restriction, vous pouviez pas aller vous balader facilement. Aux Pays-Bas, c'était ouvert, hein. Les magasins étaient fermés, on n'avait pas le droit à des réunions, choses comme ça, mais marcher tout seul ou à 2 dans la rue, tu pouvais. D'accord. Et le fait de m'affranchir du format, vidéo, c'est quelque chose qui me convenait et quelque chose qui me en tant qu'auditeur m'intéressait et que j'avais envie d'exploiter pour la magie parce que je crois qu'il y avait pas énormément de choses. Et à un moment, je t'ai reposé la question à une autre réunion, tu étais toujours pas chaud et je t'ai dit: «Et le format podcast?» Et là, ça a fait un peu un j'ai vu dans ton visage et j'ai ressenti comme un bling et tu m'as dit: «Ah oui, c'est quelque chose que je propose à mes clients et effectivement, pourquoi pas?» Et on est parti, voilà, donc sur cette idée de créer un podcast. Ouais, c'est exactement ça et c'est vrai que, à l'époque, alors j'ai dans mes souvenirs, effectivement les échanges tournaient beaucoup autour de créer du contenu sur un site ou sur nos sites ou enfin, en tout cas faire des Mmh. contenus, plutôt, site web et j'étais pas hyper chaud parce que c'est un format que j'avais pas envie d'investir. Ah, il faut savoir que j'ai eu un gros passé, dans la création de contenu sur internet, écrite, j'entends. J'ai été blogueur pendant des années, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans le marketing digital. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'avais pas envie de remettre sur la table. Je voulais passer à autre chose. Je voulais faire d'autres formats. Et je crois beaucoup, et je crois toujours beaucoup dans le format du podcast, qui pour moi est un super format. Et donc, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui me dit, ah putain, je serais assez chaud pour faire un podcast. Là, pour le coup, ça m'a donné envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et Ouais. c'est vrai que ça a été le petit déclic qui a fait que ah ok on switch dans un autre registre donc ça me va donc je peux mettre l'énergie là-dessus quoi. Et en plus, je dois bien avouer que ça a été aussi pour moi une belle zone d'expérimentation, ce qu'on a pu faire, de réfléchir à un format, de réfléchir à une intro, à une conclusion, des rythmes, la durée, tout ça, enfin tout le temps qu'on a passé ensemble à brainstormer sur qu'est-ce qu'on fait, les épisodes, machin, ça a aussi été pour moi beaucoup beaucoup de matière à réfléchir pour mon travail, pour mes clients, pour ma culture personnelle, ma culture digitale. Donc, enfin, tout était réuni pour que ça colle avec mes projets, quoi. Et est-ce que tu te souviens du premier sujet? Parce que, alors, ça, on l'avait déjà dit, mais on peut le redire. L'épisode numéro un, il n'y a pas d'épisode numéro un, c'est le Non, ouais, 0.3. c'est Parce ça, qu'avant, il y exactement. avait eu 2 autres essais qui n'ont pas été concluants parce qu'on se cherchait, on essayait de trouver. On n'avait pas forcément le même matériel qu'on a aujourd'hui non plus. Est-ce que tu te souviens du premier sujet qu'on avait développé? Parce qu'à l'époque, l'idée, c'était de parler que d'un seul tour. Tu te souviens du tour qu'on avait choisi pour notre premier épisode? Oh là là, le premier épisode. C'est un tour dont on n'a jamais parlé, alors on Mais va oui, mais on, l'évoquer. on en a certainement jamais reparlé derrière en plus. Non, jamais. Non, je l'ai plus en tête. Je sais où est le premier épisode, je l'ai archivé, mais j'ai plus en tête le tour. C'était Dice Dice Baby de John Carrey. Oh oui, c'était Dice Dice Baby. Mais oui, mais tellement. Alors, et le pire, c'est que c'est dommage qu'on n'en ait pas reparlé parce que c'est un bon tour. Ouais, ben, on aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être pour la 50e. Peut-être pour la 50e. Mais oui, effectivement, Dice Dice Baby. Effectivement. Et on avait fait 2 premières sessions. J'ai souvenir, effectivement, Ouais, on ouais. s'était fait 2 sessions qui étaient vraiment pas top. Vraiment, avant le 0.3, c'était pas exploitable. Très clairement. Ah, ça a évolué quand même, hein. C'est ça. Et la question, alors la question suivante, parce que je pense qu'on a fait le tour sur la naissance du projet, mais la question suivante, est-ce que tu te souviens pourquoi le nom Fugu? C'est compliqué parce que je sais pas si c'est ce que je me suis dit dans ma tête ou si c'est ce qu'on s'est dit réellement. Mais je vais te refaire le truc où comment on en est arrivé là d'après moi dans ma tête. Je m'en souviens précisément, hein. Toi, tu t'en souviens précisément? Ah Bah, oui, comme oui, ça, on oui. verra si dans ma tête, je me suis fait des films, tu vois. Pour moi, il y avait vraiment cette envie, dès le départ, de se dire que on allait pouvoir dire tout ce qu'on voulait Mhm. et que on allait avoir la liberté d'être méchant si on voulait être méchant. En gros. Ouais, ouais. C'était, on a le droit d'être Les méchant. gentils méchants. Voilà, des gentils méchants, on a le droit d'être méchant. Et donc, fallait que ce soit, il y avait cette notion de, fallait que ça soit un peu piquant. Et Ouais. d'ailleurs, c'est resté dans la baseline, c'est un peu piquant. Et du coup, on a cherché des trucs, et pour moi, on a cherché des trucs avec, voilà, le côté, faut que ça soit piquant. Ouais, et c'est vrai.
Et du coup, on est arrivé à cet animal-là qui, en plus, avait un autre truc, c'est qu'il change de forme. Il peut être tout plat, enfin, tout plat ou comme un poisson, et il peut être tout rond. C'est un peu magique, quoi. Il se gonfle. Euh, Ouais. donc, il Et, y avait un truc qui était un peu rigolo derrière ce truc-là. et tu te souviens quelle était la première idée? Alors, lorsqu'on est parti sur la base de Piquant, on est parti sur une première idée. Je sais pas si tu te souviens, c'était le cactus. Mais c'était Ah, cactus, bon, il y avait un côté un peu du tronc, c'était un peu trop marqué, un peu trop évident. Donc effectivement, on réfléchissait et moi je me souviens que tu as quand même une certaine attirance, je sais pas si c'est le mot correct, attirance, mais tu aimes bien tout ce qui est en rapport avec l'Asie, le ouais, le Japon, Japon, ouais. et du coup ça m'a fait penser à ce poisson. Bah oui, parce que mon blog s'appelle Tsundoku, Tout d'un coup, ouais. qui est le mot qu'utilisent les Japonais pour dire qu'ils achètent des livres qu'ils rangent dans les armoires sans jamais les lire. Et donc, ils accumulent un certain nombre de livres qu'ils n'ont jamais lus. Et du coup, ouais, il y a cette notion du Japon qui me plaisait beaucoup. Il se trouve qu'en plus, et je pense que ça a dû jouer, hein, mais la veille du confinement en France, on devait partir au Japon. Ah oui, Donc je pense que ça faisait partie de mon environnement depuis un certain temps, parce que ça faisait un moment qu'on préparait ce voyage-là. Donc du coup, je pense que tout ça a joué. Et effectivement, le fugu est un poisson qui, moi, m'a toujours fasciné. Voilà, donc ça faisait plein de raisons pour lesquelles il fallait qu'ils arrivent. Et il se trouve qu'on a trouvé cette représentation du fugu, là, qui ressemblait vraiment à... Enfin, en fait, il allait très bien dans ce logo, parce qu'il faisait vraiment un O. Il allait tout à fait où il fallait. Enfin, voilà. Et c'est comme ça qu'est né ce logo. ouais, ouais, non, mais je l'aime beaucoup. Et puis, bon, le lapin, le chapeau, tout ça, j'en avais marre. Il fallait vraiment que ça tranche. Et c'est vrai que les gens vont dire, Fougou, c'est quoi ce truc-là? Rien à voir avec la magie. Bah non. Et puis alors, l'orthographe totalement libre, parce que Fougou, bah, ça s'écrit pas comme Oui, ça. Mais pas du il est tout. fou. Il est fou. Oui, voilà. Ah. Il est un peu Et puis foufou. ça permettait d'avoir des lettres un peu rondes, ça permettait de mettre le poisson dedans. Enfin, du coup, il y avait tout allait bien. Et puis ça va aussi avec, on a le droit de faire ce qu'on veut. Exactement. Euh, On a on des écrit comptes comme on à veut, on rendre parle à comme on veut. Voilà. On avait une question, pourquoi la forme de podcast? Mais je pense qu'on y a un peu répondu. Oui. Alors, c'est vrai que tu y as partiellement répondu en disant, bah, moi, j'aimais bien aller marcher et écouter des podcasts. Je pense que ça fait aussi partie des choses qui, moi, me plaisaient dans le podcast et qui me plaisent dans le podcast. Parce que moi, je fais beaucoup de courses à pied et du coup, c'est vraiment le truc, le genre de choses que j'écoute. Alors, j'écoute deux choses quand je cours. Jamais de musique, ça c'est sûr, mais toujours soit des podcasts, soit des livres audio. Et donc, j'aime écouter des gens me parler, ou se parler, peu importe. C'était cette idée-là. Il y a un autre élément aussi sur le format podcast, il faut bien l'avouer, c'est aussi que c'était beaucoup plus simple pour nous à produire que de la vidéo. Ah, étant donné qu'on est au loin, On est loin, on est chacun dans un pays différent. Alors, tu vas me dire, on aurait pu le faire, et d'ailleurs, la solution qu'on utilise pour enregistrer nous permettrait de le faire en vidéo, dans les faits. Mais ça nous permet d'être beaucoup plus libre et de faire des enregistrements. Ça m'arrive d'enregistrer depuis une chambre d'hôtel, ça m'arrive d'enregistrer en déplacement. Donc, c'est vrai que quand tu es en vidéo, faut que tu aies un fond, faut que tu aies un truc qui soit un petit peu habillé, un petit peu bien fait. Ça nous évite d'avoir à penser à tout ça. Ça nous évite d'avoir à faire attention à l'éclairage, à est-ce que on est bien cadré ou quoi que ce soit. Des fois, on va chercher des trucs dans nos placards pendant qu'on parle. Enfin, c'est vrai qu'on a, pour ceux qui, si un jour d'ailleurs ça vous intéresse, on pourrait faire une séance où on invite des gens à venir nous voir pendant qu'on enregistre. on Mais est c'est un peu habillé, hein, on est voilà, habillé. on est habillé, mais c'est le bordel. C'est souvent le bordel. Il y a des trucs dans tous les sens. On ouvre des livres, on va dans la bibliothèque. Enfin voilà. Donc il y a des moments où vous l'entendez pas parce que Olivier fait un super staff de montage à chaque fois, mais il y a des moments où on s'arrête, on va boire de l'eau, on rigole parce qu'on a dit une connerie. Enfin voilà, ça, c'était quand même plus simple de gérer ça que de gérer de la prise vidéo où il faut les refaire si c'est loupé, ou Ouais. si t'as cligné de l'œil, même si t'as bien parlé, bah t'as cligné de l'œil, c'est pas cool. Enfin voilà, donc on a voulu se simplifier la vie en se disant on va faire un format podcast. Les tendances aujourd'hui, et notamment la tendance du streaming, fait qu'on pourrait imaginer ce qu'on fait finalement dans nos enregistrements, on pourrait le faire en streaming. Dans les faits, Mhm. ça marcherait parce que c'est un peu ce que font beaucoup de streamers aujourd'hui. Même si c'est vrai que souvent
ils ont quand même des setups vidéo qui sont bien plus avancés que nos setups vidéo actuels, si vous voyez comment on est installé. Mais voilà, le format podcast, vous allez bien pour ça. Il y avait aussi un autre concept, et alors ça rejoint peut-être l'autre question, qu'est-ce qui vous différencie des autres programmes? Alors, dans le programme, on entend, peut-être moins podcast, mais peut-être plus, des vidéos, puisque après tout, on pourrait dire, on parle de magie, on fait des critiques, mais c'est pas tout à fait ça. On n'a pas ce support visuel, mais j'aime bien l'idée de dire: «Bah, tiens, les gens nous écoutent peut-être dans leur voiture». Ils se focalisent sur vraiment ce qu'on dit et pas forcément sur ce qu'on montre. Bah, ça nous oblige aussi à être plus précis dans nos mots, mais dans les faits, oui, ça nous différencie parce que du coup, t'as pas besoin d'être attentif à un élément visuel, et donc t'as juste à te laisser porter par ce qu'on dit, et ce qu'on dit doit être suffisant. C'est notre travail à nous, créateurs de podcasts, de dire suffisamment de choses pour que ce soit construit et qu'une image suffisamment claire se construise dans la tête de nos auditeurs. Après ce qui nous différencie aussi, et ça c'est un concept qui me tenait vraiment à cœur, c'est d'être à 2. D'être à 2, d'avoir un échange, et c'est pour ça que c'est important qu'on s'entende bien, qu'on ait alors on n'a pas toujours les mêmes avis, mais je pense qu'on s'entend bien, sur ce qu'on aime. En général, on a un peu les mêmes goûts, même si tout n'est pas tout à fait identiques. Être une bande de copains, et ceux qui ne font qu'écouter parce qu'ils malheureusement ils peuvent pas participer. On aimerait bien que toute la terre participe avec nous, mais ça serait vite la cacophonie. Mais que les gens se sentent vraiment bien. Tiens, je m'installe, il y a des gens, ils vont parler de magie, dans une conversation, amicale, entre 2 potes qui seraient là, en train de boire une bière, ce qu'on fait jamais d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on boit De jamais de vrai. bière quand on fait l'émission, hein. Au mieux, on boit de l'eau. On est très très Ah sage en oui. fait. On est très très sage. Mais c'est vrai que le format de discussion, le format échange, entretien est intéressant. Je pense qu'il est assez rare. Il y a pas tant de formats en entretien. Je pense que c'est aussi une des difficultés. Hein, c'est une des difficultés qu'on a eues au début et qu'on a toujours, c'est que il faut coordonner 2 personnes pour enregistrer un épisode, ce qui est Mmh. beaucoup plus difficile que de se coordonner tout seul. Oui. Et donc forcément, parfois, il y a des temps un peu plus longs. On a tous les deux des agendas. Bon, le mien étant particulièrement pénible ces derniers temps, mais voilà, on a tous les deux des agendas, on a tous les deux des choses à faire, et du coup, oui, des fois, ça prend plus de temps d'enregistrer un épisode. Oui, des fois, on se coupe la parole, il y a un peu plus de montage. Enfin voilà, il y a forcément des choses qui sont plus difficiles quand on est deux, mais ça donne aussi un rythme différent, ça donne aussi des avis différents. On a à chaque fois finalement 2 avis sur un même produit en même temps, Mmh. en écoutant le podcast. Et puis on n'a pas tout à fait les mêmes questions sur les produits, on n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités, on n'a pas tout à fait les mêmes difficultés. Il y a des choses qui nous sont plus agréables que d'autres, donc ça aide aussi, je pense, pour les gens à avoir une pluralité dans ce qu'on raconte, qui fait que au final c'est peut-être un peu plus complet. Je dirais pas plus complet, mais peut-être un peu plus complet. Et puis, je pense que il y a autre chose aussi qui nous différencie des autres programmes. Je pense que c'est notre ton, le ton qu'on a et la liberté de ton qu'on prend, de dire les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous plaisent pas. Voilà, je trouve que dans un univers où les critiques de Tours sont à 99% très positives, ça fait du bien d'entendre parfois que tout va pas bien, tout est pas au top, tout est pas génial, que ça peut être une bonne hype, mais que finalement, ça reste qu'une petite hype à la fin. Voilà. Je pense que ça fait une différence, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'on puisse continuer à dire ce qu'on a à dire. Et surtout, bon, alors on pourrait démonter encore plus de choses, hein, on pourrait être plus méchant, mais on essaie d'être dans le partage positif, et on préfère parler des choses qu'on aime plutôt des choses qu'on n'aime pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le format court, le tour dont on ne vous parlera pas parce que, on n'a pas envie de consacrer trop de temps aux choses qu'on n'aime pas. Enfin, je pense que tu partages cet avis aussi, non? Ah oui, pour moi, c'est pouvoir dire quand les choses vont pas, c'est très très bien.
ne pas forcément y mettre voilà un épisode complet pour dire c'est nul, voilà tout ce qui est nul dedans. Mais il y a ce côté aussi un peu, et c'est quelque chose dont on a souvent parlé dans les épisodes précédents, ce côté un peu éducatif aussi. Enfin, le côté tout n'est pas bon, faites attention, il y a des alternatives. D'ailleurs, très souvent, quand on dit qu'un tour est pas bon, on va parler d'une alternative qui est mieux ou d'une alternative qui peut faire le taf différemment. Enfin voilà. Donc je pense que ça fait partie des choses qui caractérisent, c'est-à-dire que oui, on dit les choses vraies, mais on n'est pas méchant pour être méchant, quoi. Mmh. On est piquant. Alors Je trouve que c'est oui, une bonne, un bon qualificatif. alors peut-être aussi, bah, c'est plus facile pour nous parce qu'on dépend de personne. C'est-à-dire qu'on est financé par personne. Parfois, on sent que, et je parle pas que des choses qui se font en France, hein, parce que je voudrais pas être taxé de mais je le vois sur beaucoup de d'autres, chaînes YouTube américaines où, même si on dit: «Ah oui, il est bien», je vais lâcher, Magic Orthodoxy, bah, je le trouve, très poli sur certaines choses où tu sens que clairement il se mord les doigts pour ne pas dire exactement ce qu'il pense. Alors Mm. il va chercher des formules alambiquées pour enrober tout ça, pour être gen bah, ça j'en veux pas, quoi. Donc on s'en fout, on reçoit rien de personne. D'ailleurs ça nous intéresse pas. On a de l'argent, on peut se payer les choses qui nous intéressent et comme ce sont des choses qu'on a achetées, bah, c'est plus facile pour nous de vous dire: «Bah, c'est des choses qu'on aime et voilà pourquoi on l'a acheté et voilà pourquoi ça nous intéresse». Cette liberté, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans la course, on va publier, toutes les semaines ou tous les 2 3 jours des nouvelles choses. Parce que je crois que c'est un combat perdu d'avance. On pourra jamais tout avoir dans les mains et tout acheter et tout essayer. Alors je préfère faire des achats raisonnés, voilà, j'ai un certain montant que j'ai envie de dépenser, je l'ai dépensé et si c'est bien ou parfois si c'est pas bien, ben, je le partage avec vous, je le partage avec, en premier avec Vincent parce qu'on en discute et puis on se dit: «Bah tiens, on devrait en parler à nos auditeurs parce que potentiellement c'est quelque chose qui peut les intéresser». Donc ça, c'est aussi, une différence. Mm, c'est vrai. Et ben on arrive à la fin de ces quelques questions fréquentes. Vas-y. Je voulais juste souligner, un petit mot, sur un site qui s'appelle actu-magie.fr de Vince. Il se reconnaîtra et tous ceux qui le suivent le reconnaîtront. Il a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Passe-Passe et il dit à propos de nous et du Fougou, donc il se distingue par sa franchise et son approche sans concession. Ce podcast s'adresse directement aux magiciens, discutant de tours de magie nouveaux ou anciens avec une honnêteté rafraîchissante. Les avis sont tranchés, justifiés et parfois un peu piquants, offrant une perspective unique sur la magie et le mentalisme. Donc merci à Vince parce que ce genre de, alors c'est pas un commentaire mais de description, je crois que ça nous fait plaisir. Exactement. Je j'aurais pas dit mieux. Et d'ailleurs, il soulève un point, et c'est aussi un point que je voulais évoquer, c'est que on parle de choses nouvelles, mais on aime bien aussi revenir sur des choses plus anciennes, des choses oubliées. On l'a fait régulièrement, et on parle aussi de créateurs français. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs, notamment sur les chaînes américaines où on parle pas du tout des créateurs français. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on va dire qu'on va donner l'exemple quand même pour nous. Bon, que les Américains parlent pas des Français, c'est pas si étonnant que ça dans les faits. Mais nous, on va essayer de donner quelques bons exemples. Bon, l'épisode d'aujourd'hui n'étant pas forcément le meilleur exemple de ce qu'on peut parler de créateurs français, mais Non. il se trouve qu'on a souvent fait la part belle aux créateurs français et on essaiera encore d'en inviter, en tout cas les créateurs français, les magiciens français qui veulent passer dans le podcast. On sera ravis de vous avoir avec nous. On a déjà fait 2 très très beaux épisodes avec des invités spéciaux qui sont venus nous accompagner. Et vraiment, si vous en avez envie, si vous en avez l'occasion, contactez-nous. Ça sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et de vous proposer de passer un instant à nos côtés pendant un podcast. Je me permets d'ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a des gens, et c'est légitime peut-être, hein, nous c'est pas notre motivation, mais il y a des gens qui disent bah, ouais mais ça vous rapporte quoi? Parce que finalement on gagne rien du tout, hein. C'est du temps, c'est des choses. Bah, je pense que
pour Vincent et pour moi, je parle en ton nom, mais je pense que tu partageras mon avis. On passe un bon moment, ça nous éclate. On a des retours sympathiques d'autres magiciens qui nous écoutent. Et c'est simplement le plaisir d'être ensemble et de partager avec vous. Et ça, c'est notre récompense. Bah, Comme le petit message de Vince qui nous fait plaisir. je pense que c'est avant tout effectivement très égoïste. On passe de bons moments à enregistrer des épisodes, et comme on se rend compte avec le temps que ce qu'on raconte, ce qu'on dit, ce qu'on vous propose comme contenu vous intéresse et vous est utile, bah, finalement on prend un deuxième plaisir au moment où on le publie en fait. On a beaucoup de plaisir à l'enregistrer, on a beaucoup de plaisir à le publier grâce à vos retours. Donc merci à tous d'ailleurs hein, pour le temps que vous passez à nous écouter. Et puis bah, continuez à nous écouter, à nous partager auprès des gens que vous connaissez, qui aiment la magie. On sera ravis d'avoir de nouveaux auditeurs qui profiteront des 25 prochains épisodes. Je te propose, Olivier, qu'on passe à notre dernier chapitre pour parler à nouveau de jetons de poker, mais cette Oui. fois-ci dans un univers différent. Cheater Chips de Craig Petty, des jetons de poker un peu particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai l'impression que cette sortie est un peu plus confidentielle que celle que tu nous as présentée. Je ne sais pas si toi, de ton côté, t'en avais entendu parler, vraiment. Eh ben, même pas. En fait, je l'ai à peine vu passer. Je suis d'accord avec toi. Je suis assez épaté que ce tour soit presque passé sous les radars. Alors moi, ça a attiré mon attention parce que, comme le tien, c'était des jetons et c'est un objet qui m'intéresse. Et surtout, en lisant la description, lorsque j'ai lu qu'il s'agissait de jetons marqués. Et marqués pas de manière traditionnelle, mais marqués grâce au marquage optique que l'on doit à Phil Smith. Donc, pour rappel, Phil Smith, on peut parler de designer, On peut parler de designer graphiste, produit, ouais, ouais, graphiste, ouais. graphiste designer, qui a réalisé de nombreuses choses, dont les fameuses DMC de la grande époque, et qui a ensuite lancé ses Elysian Duets. Et ce marquage, j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Bien sûr, ça ouvre d'énormes possibilités. Et je suis pas déçu du marquage. Je dois bien t'avouer, tu l'as vu, je crois que c'est assez conforme à ce qu'on peut s'attendre du marquage optique des DMC. Ouais, exactement. Vous n'achetez pas une routine, pour moi, vous achetez un outil. Alors évidemment, il est accompagné d'une vidéo qui fait plus de 2 heures, peut-être même 3, je me souviens plus exactement. Vous connaissez les vidéos de Craig Petty, donc ça sera pas une surprise, mais ce sont plusieurs applications. Alors qu'est-ce que vous recevez exactement? Vous recevez 2 sets de jetons. Je vous décrirai les jetons parce qu'après il y a des choses à dire hein, sur les jetons. Le premier set donc de 5 est composé d'un jeton qui représente la valeur 10. Il y a le 25, le 50, le 100 et le 250. Et vous avez 4 jetons gaffe. Alors il y en a un, c'est un double 5 qui permet de faire un forçage. Vous avez un double dos, donc là je vous laisse imaginer les possibilités, surtout si vous le combinez avec celui-ci qui est un double face, mais double face 50 et 100, ce qui permet de réaliser des transpositions, des effets comme on peut voir dans le Copper Brass Silver, tu sais. Là avec deux jetons au lieu d'en avoir 3. Et un autre jeton qui a un dos qui est classique, mais qui sur sa face, à l'emplacement des chiffres, il n'y a rien du tout. Il est vierge. D'accord. Ok. Celui-ci, donc, il va falloir avoir de l'imagination. La seule application qui est proposée par Craig Petty, c'est un forçage du 10, puis l'effacement du chiffre par l'apparition d'un billet de 10. Bon, lui, il utilise des dollars, mais rien ne vous empêche d'utiliser des euros, étant donné que, comme tu l'as fait remarquer sur ton tour, il n'y a strictement aucune unité monétaire. C'est pas des dollars, c'est pas que des des euros. valeurs seules. Voilà, ça peut être ce que vous voulez. Je voudrais aborder d'abord le problème, si c'en est un, je ne crois pas, mais un jeton traditionnel, ils ont des couleurs. C'est-à-dire que pour pas confondre un 50 et un 100, on va utiliser des couleurs différentes. Ça pourrait être un bleu, un vert. Là, ils vont tous être de la même couleur. Donc, au niveau réalisme casino, on n'y est pas. Mais si vous aviez des jetons de couleur,
inutile de vous dire que tous les tours de prédiction, ou de Jazz ESP, ça n'aurait plus aucun intérêt. C'est Donc dommage, ouais. Mmh. ça c'est pour répondre aux éventuelles, critiques. Il n'y a pas un nom de casino, particulier. Ils sont tous identiques et évidemment, s'ils ne l'étaient pas, on ne pourrait pas réaliser les routines qui sont proposées. Le marquage, je l'ai dit, mais je le répète parce que je crois que c'est l'élément essentiel. Il est facile à lire, comme l'étaient les DMC, hein, donc d'assez loin. Le seul peut-être inconvénient, c'est que c'est unidirectionnel. C'est-à-dire, il faut l'orienter dans le bon sens. C'est la seule petite contrainte, qui me paraît pas être une contrainte, mais bon, il faut le garder à l'esprit. Vous commencez, la vidéo par la présentation du marquage. Bon, ça, c'est une évidence avec, ce que vous avez reçu. Craig Petty va tout de suite commencer par parler des forçages. Il va dire: «Je vais pas revenir à chaque fois là-dessus», donc il évoque 3 forçages qui sont assez, classiques. Vous avez le patéo, vous avez l'équivoque et par contre, vous en avez un qui est très intéressant, c'est le quinta. Je ne sais pas Mmh. si tu le connais de Phil Smith? Je le connais pas, mais j'en ai entendu parler et effectivement, je crois que ce forçage, peut être vraiment intéressant à exploiter. Vous pouvez l'acheter, chez Penguin, il est à vendre. Alors il y a des routines avec et puis un e-book et ça vaut une quarantaine d'euros déjà. Là, vous n'apprendrez que le principe, mais déjà, c'est bien de le connaître. Ensuite, vous allez apprendre, le comptage optique parce que ça peut s'avérer utile. Vous allez manipuler vos jetons comme vous manipuleriez des cartes. Ensuite, quelques fausses coupes qui vous permettent de donner l'illusion que vous mélangez un peu les jetons. Après le reste, c'est divisé, donc vous avez 15 routines. J'ai pas fait le calcul exact. Il y a quelques tours de manipulation classiques comme je dis, des transpositions, le fait de l'apparition du billet, un espèce de tour across. Mais sinon, c'est avant tout du mentalisme. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une routine de 10 card poker deal, donc où tu D'accord. peux faire en sorte que le spectateur va gagner et non seulement le spectateur va gagner et en plus tu auras prédit l'issue de cette partie de poker avec des jetons. Je l'ai déjà évoqué, le tour classique des cartes ESP durant laquelle tu poses toi un jeton en premier, le spectateur pose son jeton et ainsi de suite. Il y a une concordance. Il a une autre, routine qui est sur le même principe, mais qui utilise un jeton gaffe. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 5 jetons dans ta représentation, tu vas en avoir 6 et le spectateur, lui, n'en aura que 5. Donc là, il va y avoir un petit peu de manipulation, mais ça te permet d'être un peu plus clean, lorsque tu vas ramasser les jetons. Ce jeton gaffe va te servir de jeton d'avance, en fait. D'accord, ouais. Alors, je vais pas toutes te les faire, hein, je vais en faire que quelques-unes. Quinta extrême, il a poussé un peu le concept de Quinta un peu plus loin, c'est-à-dire que dans Quinta, tu peux compter des 2 côtés. Tout dépend du chiffre qui est annoncé. Ouais. Il y a une autre subtilité que je vais pas évoquer ici pour garder le secret, mais dans son Quinta extrême, et il va annoncer qu'il compte par exemple de droite à gauche. Il y aura une autre subtilité qui va impliquer un des jetons gaffe. OK. Il a une routine dans laquelle il demande à la spectatrice de noter l'ordre et il va pouvoir reproduire l'ordre qu'elle elle aura choisi. Il y a une autre routine, là ça sera plus de la manipulation où il va expliquer comment on triche au casino parce que bien sûr on peut tricher avec des cartes, mais il y a aussi une autre forme de triche parce que normalement les cartes au casino t'es pas censé les toucher. Mais il Mmh. dit toute l'attention est portée sur les cartes alors que là on va poser par exemple un jeton de 100, on va perdre et on va l'échanger contre un jeton de 50. On a aussi une routine qui est un classique qui permet aussi de déterminer l'ordre de sortie des jetons, ce qu'il appelle le swindle switch. C'est le classique, je pose une carte ou j'inverse, tu sais? Ah oui! OK, ouais, ouais. Est-ce que je pose ou est-ce que j'inverse? Exactement. Après, il a un free wheel, et puis il a quelques tours de manipulation. Je vais pas rentrer dans les détails de tous, je voulais juste faire un point. C'est essentiellement et peut-être parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, on est sur, mentalisme et souvent les effets sont malheureusement répétitifs.
parce que je vais prévoir l'ordre. Donc il y a des subtilités qui sont différentes. C'est accompagné de 15 routines, mais c'est pas forcément ce qui fait la valeur. Ce sont plus des exemples qui sont donnés. Moi, je le vois plus comme un outil. J'étais parti sur cette idée. Bon, je vais avoir 2 sets marqués et là, je vais pouvoir explorer et inventer des routines qui me conviennent. Le fait qu'il y ait, par exemple, ce double 5, c'est vraiment intéressant pour un forçage assez net. Un double valeur différente aussi, double dos aussi. Bon, celui que je vais utiliser le moins, c'est celui qui a un emplacement vide à la place de la valeur. Parce que même dans la routine, il n'y a qu'une routine dans laquelle il l'utilise, un peu moins d'intérêt à mes yeux. Ce que je recherchais, un outil, des jetons qui forcément sont uniformes, parce que sinon, comme on l'a dit en préambule, ça n'aurait aucun intérêt de faire une routine de type jazz ESP, bien que ce soit des jazz jetons de couleurs différentes, ça serait complètement ridicule, et surtout avec un marquage qui soit facile à lire. C'est la magie de ce marquage, c'est évident pour toi, par contre c'est complètement transparent pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit voir. Bien sûr. Je peux évoquer le prix, c'est 70 €. Pour ce qui est fourni, 14 jetons en tout, ben, je trouve ça franchement raisonnable. Les routines qui sont données dedans, ça me donne des idées sur les forçages, comment combiner des choses et d'autres. Mon but, c'est vraiment de construire mes propres routines. Grâce à cet outil, comme je le ferais avec un jeu de cartes. Sauf que ce sont des jetons marqués. Ok. Question, je l'ai entendu peut-être au bruit, mais c'était pour avoir la confirmation. On est sur des jetons en plastique ou des jetons en résine ou en... Il me semble que ce sont des jetons en plastique de bonne qualité. Hein. D'accord. En tout cas, le bruit qu'on entend effectivement fait jeton de qualité. Le design, il est sobre. Après, on parle du design, mais on est sur du Phil Smith, donc il n'y a pas à se plaindre. Ouais, c'est très propre. Je ne connaissais pas le Quinta. Et rien que pour ça, au niveau des routines, t'as l'impression de ne pas avoir été volé. Parce qu'il est dans son livre qui s'appelle Codex, il me semble, un gros pavé, un énorme pavé. Tu le connais, ce livre ? Oui, je le connais, je l'ai pas acheté, mais je le connais de nom. Je le connais de nom. Je sais qu'il a été très longtemps en rupture. Il en a vendu quelques-uns pendant un temps, qui étaient des exemplaires qui avaient des défauts. Et il a ressorti il y a pas longtemps un nouveau batch, une nouvelle série de son codex, mais qui est un gros pavé, effectivement. Ah oui, c'est un gros pavé. Dans les faits, il en parle du Quinta Force dans un autre tour, mais pour lequel il a simplifié un peu la méthode, qui est The Inexplicable Thrift Store. Oui. Dans lequel il utilise le Quinta Force, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais avec un petit pense-bête qui aide quand même bien. sur la boîte et tout ça. Exactement. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'explique pas que c'est son Quinta Force. Donc, il l'évoque. Il me semble qu'il l'évoque dans la vidéo, mais il explique pas plus que ça. On l'avait déjà abordé dans Fusion Mosaïque. C'est pas le point fort de Phil Smith de faire des vidéos et des explications. Ouais. On en avait parlé aussi dans son carré magique, son petit carnet pour faire des carrés magiques, où la vidéo était vraiment atroce. Mais oui, il est pas, c'est pas son fort, les vidéos d'explication. J'ai le tour dont tu parles, et en voyant les explications de Craig Petty, je me suis dit, c'est le même principe qui a été utilisé, mais il n'avait pas mis en avant, enfin en tout cas moi je n'avais pas le souvenir qu'il avait mis en avant dans cette petite routine. Autre question, du coup c'est des jetons que tu vas pouvoir utiliser pour d'autres choses. On peut imaginer effectivement, de ce que je comprends, il y a des routines qui ont été adaptées de l'univers des cartes ESP, d'autres univers, mais je pense effectivement que il y a des éléments à aller chercher pour intégrer ça dans d'autres routines. J'aime l'idée. J'avoue avoir un peu de mal à me projeter sur ce que je pourrais en faire, mais je pense que c'est un outil déjà assez rare dans l'arsenal magique. On n'en a pas tant que ça, des outils marqués de type jeton de poker. Ton avis à toi, si tu devais donner ton avis final sur ce produit ? Je l'ai pris comme on achèterait un jeu marqué. On est souvent séduit par l'intelligence du jeu, par l'intelligence du marquage, et malgré tout, en tout cas je parle pour moi, finalement les jeux marqués, je m'en sers assez peu souvent. Ok.
une chose est sûre, c'est que j'ai des jetons que j'ai achetés dans des commerces et effectivement, ils ont des valeurs différentes, mais je peux pas faire grand-chose avec ça, à part, faire équivoque, dire: «Ah, tu vu, j'avais une prédiction». Mais étant donné que tu vois les couleurs, le gars en face, il peut se dire: «Ouais, mais enfin, tu m'as peut-être un peu forcé la main parce que tu vois, là, il y a rien à voir, les 5 sont bleus». J'aime ce côté, moi je alors c'est pas pour être supérieur au spectateur ou quoi, hein, c'est pas l'idée, mais de dire: «Purée, on le voit» et le gars en face qui est pas dans la confidence, il le voit pas. Tu sais, il y a ce côté un peu, Oui, c'est plaisant, c'est un peu jouissif. Mais oui, je vois ce que tu veux dire là-dedans. l'outil m'a inspiré. C'est déjà plutôt une bonne chose parce que c'est la preuve que c'est un bon outil, c'est la preuve que tu vas pouvoir en faire quelque chose. Souvent, quand tu es juste en capacité de reproduire bêtement ce qu'on t'a donné et pas de faire autre chose, bah, ça peut vite être limitant. Là, au moins, ça fait travailler ton imagination. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut réutiliser et j'ai pensé à ça tout à l'heure parce qu'on a parlé il y a pas très longtemps de jetons. Alors des jetons un Mmh. peu différents, mais on a parlé des jetons les jetons de poker de Dead Rebel Oui, oui. Mmh. et avec le Free William X qui est une routine de free will, mais on pourrait très bien refaire cette routine de free will avec ces jetons-là dans un univers plus moderne. Ouais, bien sûr. Alors je l'ai pas mentionné, mais oui, il donne, l'exemple du free will. Il y a une routine de free will, bon, bah, c'est une routine classique, hein, mais il y en a une effectivement. Donc il y a des choses, on peut adapter des tours existants, on pourrait imaginer d'autres éléments qui se baseraient sur le principe de Bob Hummer, par exemple. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire avec le principe de Bob Hummer et des jetons marqués. Non, je pense qu'il y a des choses sympas à faire à partir de ces jetons. Il faut avoir envie de se plonger dans cet univers et de tester des choses. Et ben donc c'est encore une fois plutôt un bon produit hein, finalement. C'est un outil, tu n'es pas enfermé que dans une seule routine, tu as du matériel et c'est quand même ça qu'on peut reconnaître à Craig Petty, même si ce sont des classiques, c'est de te les apprendre au cas où tu ne les connaîtrais pas pour pouvoir avoir des applications concrètes, mais après c'est à toi d'en faire ce que tu veux ou de travailler avec, de compléter ça peut-être avec des cartes ou je ne sais quoi. Eh bien, merci Olivier pour cette présentation de euh, Cheater Chips. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode 25. On aurait aimé qu'il dure encore plus longtemps certainement. Toutes les bonnes choses ayant une fin, on vous propose de terminer là pour cet épisode. On vous remercie une nouvelle fois de nous écouter, d'être nombreux à nous écouter, d'être encore plus nombreux à nous partager et à nous laisser des avis sur votre plateforme de podcast préférée, parce que ça nous aide, ça nous soutient, ça nous permet d'être encore plus visibles. Et puis, bah, on va vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à très très vite pour un prochain épisode. Merci Olivier. Merci Vincent, merci à tous ceux qui passeront du temps à nous écouter et à très bientôt.